Une autre guerre se prépare. On ne sait pas encore quand, ni quel type d'action Donald Trump entreprendra, mais il s'est clairement acculé dans une position très délicate concernant le Venezuela. Pendant ce temps, un scandale majeur de crimes de guerre a éclaté. Voici ce que notre ami, le juge Napolitano, a déclaré sur Newsmax à propos de la situation, qui implique les ordres possibles de Hegseth visant à tuer tous les pêcheurs survivants dans le cadre de cette bataille maritime menée depuis des mois par les États-Unis, au cours de laquelle des dizaines de personnes ont été tuées. J'ai travaillé avec Pete Hegseth pendant 7 ou 8 ans à Fox News. C'est un acte de crime de guerre. Ordonner que des survivants qui doivent légalement être secourus soient assassinés à la place. Il n'y a absolument aucun fondement juridique à cela. Tous ceux qui ont participé à cette décision, du secrétaire à la défense à l'amiral, jusqu'aux personnes qui ont réellement appuyé sur la gâchette, devraient être poursuivis pour crime de guerre, pour avoir tué ces 2 personnes. Le porte-parole du Pentagone a dû le dire, révélant presque toute la chaîne de commandement. Pouvez-vous parler de l'autonomie accordée aux commandants qui mènent ces opérations, comme l'amiral Bradley, pour prendre des décisions? Dans ce cas, je suppose que la première frappe a détruit le bateau, puis les actions qui ont suivi. Pouvez-vous expliquer le niveau d'autonomie dont ils disposent? Absolument. Le secrétaire a été très clair dans chacune des déclarations que nous avons publiées à propos de ces frappes. Elles sont ordonnées par le président. La chaîne de commandement fonctionne comme elle le doit. Nous veillons à ce que les commandants sur le terrain voient leur position prise en compte et qu'ils puissent nous informer et prendre des décisions s'ils constatent des éléments qui doivent être signalés. Mais au bout du compte, toute frappe ultérieure que c'est ordonnée par l'amiral Bradley si bénéficie autant du certain minch. Bradley, the secretary 100% agrees with. Appelons les choses par leur nom. Un cas exagéré d'abus et un acte criminel commis par un président. Cela n'a pas commencé avec Donald Trump. Mais si l'on remonte un peu, peut-être que la guerre du Vietnam est le moment où tout cela a vraiment commencé et est devenu particulièrement grave. Les États-Unis ont tué des civils qui ne représentaient pas une menace, ou simplement parce qu'ils disaient qu'ils en représentaient une, et ils étaient prêts à continuer ainsi. Notre justification au cours des 24 dernières années a été « Oh, nous devons combattre le terrorisme, parce que s'ils sont des terroristes, par Dieu, nous devons les tuer. On ne peut pas les traiter avec le moindre respect, comme des combattants. Les règles de Genève ne s'appliquent pas. La Convention de Genève, on peut l'ignorer. Et vous savez, George W. Bush a autorisé le meurtre de civils. Tu sais, quand je faisais tout mon travail de conseil avec le GSOC, ils appelaient les images de drones qui arrivaient, les images en direct. Nous appelions ces canaux la télé de la mort, parce qu'on pouvait se brancher et regarder un drone partir et faire exploser des gens au sol sans avoir réellement de preuves qu'ils participaient à des actes de guerre ou qu'ils étaient en train de tuer ou d'attaquer des Américains. C'était des frappes préventives, en quelque sorte. Je me souviens avoir essayé d'obtenir une estimation sur une période d'environ 6 ans du nombre de personnes que nous avions tuées. C'était autour de 60 000. Et pourtant, tuer toutes ces personnes n'a pas mis fin aux attaques contre nos soldats. Il a fallu d'autres mesures, comme lorsque nous avons commencé à payer les chèques en Irak pour qu'ils embauchent des forces de sécurité, parce que beaucoup de ces types qui posaient des bombes et faisaient exploser nos troupes le faisaient simplement parce qu'ils n'avaient aucune autre source de revenus. Jerry Bremer s'en était assuré. Cela les avait coupés. Mais maintenant, Trump a porté cela à un niveau où, traditionnellement, les gardes-côtes géraient ce type de menace, non pas en faisant exploser le bateau,
Ils arrêtaient le bateau, montaient à bord, saisissaient la contrebande et arrêtaient les participants s'ils étaient trouvés en possession de drogue illégale. Vous savez, je n'ai jamais vu ce genre de choses. Et j'ai participé à plus de 253 de ces exercices. D'habitude, à la fin d'un exercice, lorsque la force a reçu l'autorisation d'exécuter une mission, elle doit produire un CONOPS, un concept d'opération, qui remonte la chaîne de commandement et reçoit une approbation. Ensuite, ils reçoivent un ordre d'exécution. Mais je n'ai jamais vu une seule règle d'engagement approuvée pour des exercices qui disait « S'ils ressemblent à des méchants, allez-y et tuez-les. Tuez-les tous, peu importe, femmes, enfants, n'importe qui. » Jamais vu ça. Et en tant qu'instructeur en armes à feu, j'applique le même principe que j'enseigne aux civils. La toute dernière chose que vous voulez faire, c'est sortir une arme et tuer quelqu'un. Prendre une vie humaine est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Vous n'êtes justifié de le faire que lorsque cette personne ou ces personnes représentent une menace directe pour votre vie, vous causent de graves blessures corporelles ou font la même chose à quelqu'un qui est avec vous. En dehors de cela, vous n'avez pas l'autorité de simplement tuer quelqu'un. Les policiers ne peuvent pas simplement rester là en disant « Je pense que ces types au coin vendent de la drogue ». Alors je vais les abattre maintenant, et ensuite nous irons enquêter. On ne fait pas ça. Et c'est exactement ce que fait Trump. Mais encore une fois, je ne blâme pas Donald Trump seul. Pas du tout. Honte à ces officiers militaires qui exécutent ces ordres illégaux. Une bande de lâches. Ils tiennent plus à leur retraite qu'à leur conscience, plutôt que de se lever et de dire « Non, monsieur, je n'exécuterai pas cet ordre ». Ce que nous faisons, c'est arrêter le bateau et vérifier s'il représente une menace. S'ils commencent à nous tirer dessus pendant que nous essayons d'arrêter le bateau, oui, là vous pouvez les couler, d'accord? Ils ont franchi la ligne, ils ont acheté leur billet pour le feu d'artifice. Mais sinon, vous savez, Trump commet un acte criminel, tout comme Pete Hegseth. Mais cela n'a pas commencé avec eux. Souvenez-vous quand Barack Obama a ordonné le meurtre d'Al Awlaki et de son fils de 17 ans. Oui, j'en ai parlé ici dans cette émission. Exactement. Donc, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de blâmer Donald Trump. Tout notre système s'est déréglé lorsque George W. Bush a obtenu une décision favorable du département de la justice, avec des types comme John Yoo qui disaient « Oui, la torture n'est pas illégale, allez-y, faites-les parler ». Vous savez, l'Amérique a perdu sa boussole morale. Je suis d'accord avec Larry pour dire que c'est une caractéristique de la manière américaine de faire la guerre depuis longtemps. En fait, le dernier commandant, en remontant vraiment loin, qui en a fait un principe pour ses troupes, fut George Washington. Remavesi. Il a déclaré qu'ils ne seraient pas comme leurs ennemis, en l'occurrence les Britanniques, qui traitaient très mal les prisonniers, les pendaient, les castraient et commettaient bien d'autres atrocités. Ils devaient être un tout autre type de soldat, car ils se battaient pour prouver qu'un autre genre de soldat pouvait exister sous Washington et tout de même remporter la victoire. Bien sûr, ils avaient les Français et tout le reste, et nous connaissons tous l'histoire de cette victoire. Mais malgré tout, c'était le dernier commandant qui était vraiment sérieux, et ses adjoints l'étaient aussi, à vouloir s'assurer que les Américains se distinguent des Esseois et des soldats britanniques. Depuis lors, nous avons combattu les Amérindiens, par exemple, avec une soif de sang incroyable. Pendant notre propre guerre de sécession, il y eut Nathan Bedford Forrest, qui massacra des soldats noirs simplement parce qu'ils étaient noirs et portaient l'uniforme de l'Union à Fort Pillow. Et on peut continuer, comme Larry l'a fait. On peut aller au Vietnam, en Corée, ou retourner en Corée, puis avancer jusqu'au Vietnam, et l'on trouve toutes ces occasions. Aux Philippines, nous avons massacré des gens dans un fossé avec une mitrailleuse.
Teddy Roosevelt a même complimenté le général jusqu'à ce qu'il devienne politiquement inopportun de le faire, et il a alors dû se rétracter. Nous avons déjà fait ce genre de choses. Mais je m'oppose au fait que le président des États-Unis ait été impliqué de manière viscérale en soutenant et en approuvant la politique qui permet ce genre de pratique, puis en la mettant en œuvre. Cela commence avec George W. Bush et la vie de John Yoo et David Eddington, selon lequel la torture se définit comme tout ce qui ne provoque pas une défaillance d'organes. Et ensuite, tout le monde, des sous-traitants civils à la CIA, aux sous-traitants de la CIA et à d'autres en Afghanistan, en Irak et dans des prisons secrètes ailleurs, a en réalité tué 33 personnes. La torture ultime, si l'on peut dire. Ils ont assassiné 33 personnes avec l'approbation présidentielle, une approbation formelle. C'était une première. Et c'est à ce moment-là, je pense, que la pente glissante sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui a vraiment commencé, comme l'a dit Larry. Nous sommes maintenant sur cette pente qui dit, par exemple, qu'un type saute d'un avion en flammes, il est suspendu sous son parachute, et on arrive pour le mitrailler. Ce qui s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'était un crime de guerre. Ou encore, dans ce cas, quelqu'un disait l'autre jour que c'était simplement une opération de double frappe. Ils l'ont fait délibérément. Vous savez, une double frappe, c'est quand on tue quelqu'un lors d'un premier événement, en espérant que quelqu'un viendra constater, et qu'on tue ensuite cette personne aussi. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de la situation. C'est un crime de guerre. Le juge a raison. C'est grave, car nous en sommes arrivés là à cause d'un mépris viscéral pour la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui a commencé au niveau présidentiel avec George W. Bush et s'est poursuivi, comme l'a dit Larry, sous chaque président depuis, jusqu'à Donald Trump, qui franchement s'en moque complètement. Et nous nous menons à un point où non seulement nous éventrons notre propre Constitution, mais nous détruisons aussi tout ce que nous avons défendu depuis 1945 et 1948, lorsque Genève a codifié le tribunal de Nuremberg à bien des égards. Et nous le détruisons. Nous le détruisons. Cela reviendra nous hanter. Une crise majeure est en train de se produire en ce moment au sein de l'administration Trump à ce sujet. Voici la récente crise de Pete Hegseth en réponse aux questions sur l'enquête concernant les crimes de guerre. Parce que la chose était en feu. Elle a explosé dans les flammes et la fumée. On ne voit rien. Vous avez des flux numériques. C'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. C'est ce que vous et la presse ne comprenez pas. Vous êtes assis dans vos bureaux climatisés ou là-haut au Capitole et vous chipotez et vous plantez de fausses histoires dans le Washington Post à propos de prétendues phrases du type « tuer tout le monde » venant de sources anonymes. Sans aucun fondement, sans aucune vérité. Et ensuite, vous voulez lancer des termes vraiment irresponsables à propos des héros américains, à propos des décisions qu'ils ont prises. J'ai écrit tout un livre sur ce sujet, à cause de ce que les politiciens et la presse font aux combattants. Le président Trump a donné plus de pouvoir aux commandants, des commandants chargés de faire ce qui est nécessaire, des choses sombres et difficiles au cœur de la nuit, au nom du peuple américain. Nous les soutenons et nous mettrons fin à l'empoisonnement du peuple américain. Mais où tout cela s'inscrit-il dans cette guerre plus vaste qu'on est en train de fomenter? Parce que toutes ces frappes contre les bateaux de la drogue, tout tourne autour du Venezuela. L'affirmation selon laquelle il s'agirait de combattre les soi-disant narco-terroristes n'est qu'un prétexte, une fausse justification pour tenter de trouver un moyen de contrôler le pétrole et de placer à la tête du Venezuela quelqu'un qui serait un pantin docile des États-Unis. Si l'objectif était réellement d'arrêter le flux de drogue, alors Donald Trump n'aurait pas gracié l'ancien président du Honduras, qui purgeait une peine pour avoir fait passer d'énormes quantités de stupéfiants
vers les États-Unis. Il n'aurait pas non plus gracié Henry Cuellar, un ancien membre du Congrès du Sud du Texas, impliqué dans la réception de sommes importantes provenant de trafiquants de drogue au Mexique. Alors, vous savez, Trump n'est pas du tout cohérent sur ce point. Mais encore une fois, nous sommes un peu coincés militairement en ce moment. J'ai comparé cela à quelqu'un qui a déjà tiré à l'arc traditionnel. Quand on tire la corde et qu'on la maintient, on voit combien de temps on peut la garder tendue. On est en position armée, prêt à tirer. Eh bien, c'est exactement la situation de cette force américaine au large du Venezuela, sauf qu'elle y est depuis près de 4 mois maintenant, je crois. Et je pense que ce n'est pas une force militaire capable de vaincre l'armée vénézuélienne. C'est une force capable d'infliger certains dégâts au Venezuela. Mais vous savez, pour remettre les choses en perspective, nous sommes entrés en Afghanistan après 2001 avec environ 140 000 soldats. C'était la présence américaine une fois que nous étions pleinement déployés. Et nous n'avons pas réussi, avec 140 000 soldats, à contrôler ou contenir les talibans et les autres insurgés en Afghanistan. Nous avons été forcés de partir. Nous avons tourné les talons et fui. Nous avons essayé d'être plus diplomates en décrivant notre départ, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Nous aimons dire, eh bien, les Britanniques ont perdu aussi. Oui, enfin, les Russes ont perdu aussi. Oui. Dans les années 980, les Russes étaient là avec bien moins de troupes, environ 120 000, pas 140 000. Lorsque nous avons envahi l'Irak en 2003, nous avions 130 000 soldats et nous n'avons pas réussi à étouffer l'opposition dans le pays. Il y avait une insurrection active. Nous avons tué beaucoup d'Irakiens, mais cela n'a pas arrêté les insurgés. Et finalement, nous avons de nouveau déclaré la victoire et nous sommes partis, en quelque sorte. Nous avons toujours ce vaste complexe, la zone verte, construit au cœur de Bagdad. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ici nous avons 18 000 soldats censés être au large, prêts à passer à l'action. Mais quand on considère le fait que le Venezuela est, vous savez, 2 fois, 3 fois plus grand que le Vietnam. Et son terrain est aussi accidenté que n'importe quel endroit au Vietnam, avec des montagnes et une jungle à couvert dense. Pendant la guerre du Vietnam, nous devions nous préoccuper d'une longue frontière à l'ouest du pays. Maintenant, il y a une frontière bien plus longue, le long du Brésil au sud et à l'ouest, et de la Colombie au nord et à l'ouest. Donc, en somme, des frontières incontrôlées. Vous savez, si nous lançons des frappes aériennes, les Vénézuéliens disposent en réalité d'un système de défense aérienne plus performant, grâce à leur soutien de la Russie, de la Chine et de l'Iran, que celui des Houthis. C'est le premier point. Ils ont aussi bien plus de forces militaires capables de se disperser dans la jungle et de mener des guérillas. Alors, que Dieu nous vienne en aide si nous essayons de déployer des troupes au sol, elles vont se faire décimer. Elles subiront de lourdes pertes. Alors, vous savez, je pense que ce que Trump voulait, enfin, je pense que leur plan était vraiment d'essayer d'utiliser l'intimidation et la posture, en espérant que cela convaincrait quelques commandants de l'armée vénézuélienne de dire « Rejoignons les gringos, parce que Maduro nous attire des ennuis ». En réalité, je pense que ce qui s'est passé au cours des 4 derniers mois a eu l'effet inverse. Au lieu d'élargir la fracture entre les forces pro-Maduro et anti-Maduro, cela a en fait rapproché certaines personnes qui étaient anti-Maduro du camp de Maduro, parce qu'elles en ont assez de l'intimidation américaine. Donc c'est un vrai désordre. Et on ne peut pas maintenir une force déployée de cette façon sans à un moment donné devoir dire « bon, retour à la base ». C'est juste, comme je l'ai dit,
Tenir cet arc bandé trop longtemps finit par affaiblir les muscles. Et cela vous épuise. Je veux dire, l'administration de Donald Trump semble s'être acculée elle-même. Cela rappelle beaucoup la situation avec l'Iran, dans le sens où il y a eu des menaces constantes. Mais cette fois, il y a aussi un important renforcement militaire, encore plus significatif du côté américain, du moins que ce que nous avions vu contre l'Iran. Et si les troupes américaines doivent finalement intervenir, qu'il s'agisse des forces spéciales ou de troupes au sol, elles devront affronter non seulement l'armée vénézuélienne, mais aussi des civils qui s'y entraînent, des étudiants, des grands-mères. Il existe des photos d'eux avec des fusils et d'autres armes, se préparant à repousser une éventuelle attaque. D'après certains, les chiffres indiquent qu'il y aurait environ 8 millions de personnes de ce type. Cela change beaucoup de choses quant à ce qu'il serait possible de faire, n'est-ce pas, Larry? Parce que les pertes humaines, même relativement faibles, sans vouloir minimiser la mort de quiconque, un meurtre en temps de guerre reste un meurtre. Le rapport, par exemple, entre les pertes irakiennes et américaines a déjà exercé une forte pression sur les États-Unis pour qu'ils cessent leurs actions. Cela pourrait être encore pire si des troupes au sol intervenaient, et peut-être plus grave et plus rapide en termes de nombre de victimes. Qu'en penses-tu? Si nous imposons un changement de gouvernement et que celui-ci est perçu comme choisi par les États-Unis, il y aura une insurrection au Venezuela. Ce sera très difficile à arrêter, simplement en raison de la nature du terrain et de l'ouverture des frontières avec le Brésil et la Colombie. La plupart des gens qui ne connaissent pas la région ne comprennent pas que, comme en Colombie, où une campagne anti-insurrectionnelle agressive est menée depuis des années, les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, y opèrent depuis plus de 50 ans. Et vous savez, l'armée colombienne, avec l'aide des États-Unis, a essayé de les éliminer, a tenté de les vaincre, a tenté de négocier. Je veux dire, vous voyez, et en réalité, certaines négociations ont fonctionné jusqu'à un certain point. Il y avait un autre groupe, le ERP, et là encore, ils n'ont pas réussi à les éliminer en Colombie. Donc l'idée que ça puisse être facilement réglé avec l'aide des États-Unis, oubliez ça. On ne ferait qu'impliquer les États-Unis dans une autre de ces situations du genre. Commençons par une mission de maintien de la paix qui se transforme en une autre guerre qu'on n'avait pas besoin de mener. Oui, et il existe d'importantes divisions, même au sein du camp Trump, sur les raisons mêmes de ce qui se passe, en remontant au scandale des crimes de guerre. Voici ce qui a été diffusé récemment sur Fox News. Un échange très tendu entre ce qui est habituellement, ou du moins censé être, le bras médiatique de l'administration. Le meilleur scénario possible, c'est que l'amiral Bradley, celui sur qui ils essayent de faire retomber toute la faute, ait autorisé la deuxième frappe létale qui a tué ces personnes, ce qui, encore une fois, constituait une violation de la loi. Nous savons aussi que les États-Unis ne font pas toujours cela, car il y a eu une autre frappe dans les Caraïbes en septembre dernier, où un Colombien et un Équatorien ont survécu et nous les avons rapatriés. Nous ne les avons même pas traduits en justice ici pour les crimes dont nous savions qu'ils étaient coupables. Nous les avons renvoyés dans leur pays d'origine. Il y a maintenant une multitude de reportages à ce sujet. Vous voulez dire que le Washington Post diffuse de fausses nouvelles? Très bien. Le New York Times, d'ailleurs, ne les a pas innocentés. Le Wall Street Journal affirme également qu'un responsable du département de la Défense a déclaré que Hegseth était, je cite, l'autorité d'engagement des cibles, autrement dit, l'homme aux commandes.
Nous savons aussi, de manière générale, que l'histoire selon laquelle cette administration serait déterminée à éradiquer la drogue de la société américaine est une pure absurdité, puisque Donald Trump a gracié, et il est désormais libre, l'ancien président hondurien qui a fait passer 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Pourquoi a-t-il pu sortir de prison plus tôt? Il avait été condamné à 45 ans. D'ailleurs, c'est l'administration Trump elle-même qui l'avait initialement poursuivi, mais il a été libéré parce que Roger Stone est son ami. Et parce qu'il a écrit une lettre à Donald Trump en l'appelant « Votre Excellence » et en affirmant qu'il partageait les mêmes valeurs conservatrices. Le problème, c'est que le récit change toutes les 10 minutes. On est passé de fake news à la grenouille tirant sur des narcoterroristes, puis, eh bien, à ceci. Donc, oui. Alors tu sais, il y a évidemment de profonds désaccords sur les fondements même de tout cela. On a l'impression de revivre l'époque des armes de destruction massive. Mais à l'époque, il y avait cette, comment dire, surprise face à ces nouvelles menaces un peu montées en épingle, auxquelles beaucoup d'Américains n'étaient peut-être pas préparés. Mais c'est déjà arrivé. Et là, on a l'impression d'un retour en version 2.0. Ça recommence. Même Fox News en débat, ce qui est assez inédit. Eh bien, c'était encore, c'était Jessica Tarlov. C'est la gauchiste de service sur le plateau. Mais en réalité, j'étais d'accord avec tout ce qu'elle a dit, parce que l'hypocrisie flagrante de l'administration Trump repose, encore une fois, sur cette croyance erronée selon laquelle, oh, il suffirait de tuer un tas de gens à l'étranger pour arrêter le trafic de drogue. L'un de mes associés, lorsqu'il était chef des opérations internationales à la DEA, a mis en place un programme appelé le Kingpin Program. Ce n'était pas tant une question d'éliminer les chefs desquels que de les capturer, les arrêter et les incarcérer. C'était fondé sur l'hypothèse que si l'on éliminait le sommet, toute l'organisation s'effondrerait. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que les cartels de trafic de drogue ressemblent davantage à des boules de mercure. Si vous avez déjà une boule de mercure et que vous la frappez avec un marteau, que se passe-t-il? Elle éclate en une centaine de morceaux et chacun reste intact. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque nous avons attaqué le premier. L'organisation de Pablo Escobar, quand je dis « nous », je parle du gouvernement américain, ainsi que lorsque nous avons visé le cartel de Sinaloa au Mexique, le cartel de Cali en Colombie et les Chevaliers du Temple. Ce que nous avons constaté, c'est que, oui, on peut arrêter quelques dirigeants, mais ils se réorganisent rapidement. Il y a toujours des subalternes prêts à prendre la relève. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises et d'institutions financières américaines qui tirent d'énormes profits du trafic de drogue. Et comme on l'a vu, Trump manifeste une indignation très sélective à ce sujet. Il suffit d'être un ami de Roger Stone pour s'en sortir indemne, même si l'on a fait passer 400 tonnes de cocaïne, ce qui, j'en suis sûr, a tué plus d'une ou deux personnes. Et puis il y a encore cette histoire avec Henry Cuellar. Cuellar reçoit de l'argent des cartels de la drogue mexicain depuis des années. C'est regrettable, mais c'est un mensonge. Et en réalité, je pense que cette affaire va prendre de l'ampleur, parce qu'il y a aussi des républicains qui sont indignés. En particulier au Pentagone, où l'on dit « Hey, ils essayent de faire porter le chapeau à nous tous ». Cela dit, j'ai peu de sympathie pour les officiers de cette chaîne de commandement qui ont exécuté ces ordres illégaux. Ce sont des ordres illégaux. On ne peut pas, simplement parce que le président dit qu'il est acceptable de tuer quelqu'un, le président n'a pas l'autorité constitutionnelle d'ordonner le meurtre de qui que ce soit. Ce qu'il peut faire, s'il veut déclarer la guerre à un pays où l'on peut ensuite tuer leurs soldats, c'est s'adresser au Congrès. Le Congrès dit
Oui, nous voulons faire la guerre. Nous voulons tuer ces gens. Alors il a au moins l'autorité d'engager une guerre, ce qui inclut le fait de tuer des civils. Ce n'est pas recommandé, mais nous l'avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pas dans ce cas. Ici, c'est Trump qui agit unilatéralement, en dehors de l'autorité présidentielle. Penses-tu que l'administration Trump, en ce moment, j'y ai beaucoup réfléchi, n'a pour seule option, au Venezuela, qu'une sorte de survol à la manière de l'Iran, larguer des bombes et proclamer la victoire? Parce que de plus en plus, on entend tellement de rapports affirmant que Maduro est sur un terrain instable. Tous ces faux rapports disant qu'il allait partir au Qatar. Tous ces faux rapports prétendant qu'il cédait tout à Trump. Et pendant ce temps, ils dansent dans les rues et parlent de défendre le pays avec tout ce qu'ils ont. Il semble que renverser Nicolás Maduro et son gouvernement sera bien plus difficile qu'on ne l'avait annoncé au départ. Et il y a toutes les conséquences qui découlent d'une intervention militaire directe. Est-ce la seule option dont Trump dispose à présent? Parce qu'évidemment, les États-Unis vont devoir agir avec tout ce discours s'ils veulent sauver la face. Peut-être que tu sais, la solution idéale serait de faire venir Simon Cowell de America's Got Talent, auparavant American Idol, et Howie Mandel, et puis tu sais... Vraiment, un retour aux sources avec Simon Cowell. Imaginons un jury façon America's Got Talent et faisons un concours de danse entre Maduro et Trump, d'accord? Et ensuite, le public vote. Je pense que Maduro gagnerait celui-là, il a de meilleurs mouvements, tu vois. Mais peut-être que ça pourrait devenir la recette pour régler les conflits à venir. Moins sanglant, moins, enfin, tu vois, ce serait peut-être douloureux à regarder, mais il y aurait beaucoup moins de chagrin. Écoute, je dis ça avec ironie, mais voilà le vrai problème. Ça ne commence pas avec Donald Trump. Le problème de l'Amérique, c'est qu'on s'est habitué à tuer des gens et à s'en aller comme si c'était pas notre problème. Quand on regarde combien de Vietnamiens nous avons tués, tu sais, peut-être que la seule chose positive de la guerre du Vietnam, c'est qu'on a maintenant d'excellents restaurants vietnamiens ici, aux États-Unis. Mais les vies détruites, on parle probablement d'1 million, au moins. Au moins 2. Oui, donc c'est ça, nous l'avons déjà fait là-bas. Ensuite, c'est la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, la Serbie, la Libye. Nous avons fait un peu au Panama. Alors tu sais, il faut qu'on arrête. Il faut simplement qu'on arrête. Nous avons trop de guerres et nous dépensons tout cet argent à l'étranger pendant que nos propres villes tombent en ruine. Et tu sais, nous avons des besoins importants ici, aux États-Unis. Mais nous sommes fascinés par la guerre. Tu sais, les gens, bon sang, ils avalent la propagande à chaque fois. Et jusqu'à présent, on dirait que la plupart ont adhéré à ce discours sur le narcoterrorisme, et bon sang, il faut les tuer. Ça nous donne bonne conscience. Mais il n'a jamais été prouvé que cela résolvait réellement le problème. Oui, oui. Et quand j'étais au Vietnam avec les anciens combattants, j'ai vu tout ce qu'ils doivent faire pour obtenir le moindre soutien pour le Vietnam. Après toute la dévastation absolue causée par les bombes américaines, les munitions non explosées, l'Agent Orange, tout cela, sur le peuple vietnamien. Ce qu'ils doivent faire juste pour obtenir un peu de soutien, c'est un travail énorme. Ce qui montre que les États-Unis ne sont pas désolés. Les États-Unis, du moins la classe politique, ne sont pas désolés. Les va-t-en-guerre ne se remettent pas en question en disant « Oh, eh bien, peut-être qu'on devrait faire mieux et s'occuper des choses ici. » Non, ils ne font pas ça. Nous en tirons de l'argent. C'est une activité rentable. C'est honteux, mais c'est la vérité.